ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'investisseurs. Aujourd'hui, on va accueillir Caroline, qui elle-même est maman de 2 enfants, qui est avec Loïc. Et ensemble, ils ont à la fois investi en immobilier pour augmenter leur liberté, surtout temporelle, et ils ont également une entreprise de... alors attends, elle m'expliquera mieux que moi, mais par rapport aux pompes à chaleur. Du coup, ça va être super intéressant qu'elle nous partage à la fois son expérience et elle va peut-être pouvoir nous donner des tips concernant aussi tout ce qui est RGE. Voilà, on va voir qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous apporter. Donc, bonjour Caroline, comment ça va? Eh ben bonjour Dorine, ça va super et toi? Ouais, est-ce que je t'ai bien présenté du coup? Parce que c'est à peu près ça par rapport aux pompes à C'est à peu chaleur? près ça, c'est à peu près ça. On a une entreprise dans la transition énergétique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pose des pompes à chaleur, des clims et du chauffage et on est capable de conseiller nos clients sur comment rénover leur maison. On est certifié RGE et l'idée, c'est qu'ils peuvent bénéficier de primes de l'État pour les aider, les accompagner financièrement dans leur transition énergétique. Bon, super intéressant. Comme ça, à la fin, on va pouvoir en parler un petit peu et Avec voir les plaisir. conseils que tu peux donner aux auditeurs. Donc, tout d'abord, pour commencer, moi, j'ai envie que tu nous partages un petit peu ton parcours parce que l'idée en général donc, de ces épisodes d'Histoire d'investisseurs, c'est que les auditeurs se retrouvent motivés et boostés à bloc et se disent que ouais, pour moi aussi, c'est possible. Donc, en fait, Ok. j'aime bien pour justement apporter cette ambiance et donner cette énergie aux auditeurs, que tu nous partages déjà d'où tu viens, d'où tu es parti. Je sais pas, qu'est-ce que tu as eu comme type d'enfance, comment étaient tes parents par rapport à l'investissement en général. Voilà, juste que tu nous donnes déjà un petit peu le portrait de Caroline, enfant. Alors, ben moi, enfant, alors je vis dans le sud de la France, j'ai toujours vécu. Bon, mes parents m'ont fait déménager en milieu d'année scolaire plusieurs fois. Il a fallu s'adapter, mais au final, tu vois, aujourd'hui, je pense que ça m'a apporté une enfance, écoute, pas forcément très, très linéaire et facile, mais on va dire que je pense que ça m'a apporté aussi de la force. J'ai une maman qui est décoratrice d'intérieur, qui a monté son propre business, qui s'est retrouvée avec ses enfants adolescents seuls avec eux. Puis bah voilà, elle nous a pris sous le bras, elle a reconstruit notre vie ailleurs avec nous, elle a remonté son business, elle a fait construire une maison toute seule. Donc aussi un bel exemple. Et puis bah moi du coup l'enfance, collège, lycée, bon j'ai quand même passé 5 ans au lycée au lieu de 3. Voilà, j'ai loupé mon bac, enfin j'ai redoublé ma seconde, puis après j'ai loupé mon bac. Ah zut! Ah oui, j'ai tué ma mère, c'est-à-dire que j'ai fait un bac S et j'ai eu 3 en maths. Donc, si tu veux, ça a été compliqué. Donc, je voulais absolument faire un bac général parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Et puis, au final, tu vois, avec le recul, le fait d'avoir perdu un an m'a fait changer mon orientation. J'ai eu un bac plus 3 en communication et marketing qui était vraiment, j'étais dans mon élément. J'ai fini avec un super beau premier poste en chargé de com et marketing pour un chocolatier qui est très connu dans le sud de la France. Et voilà, il m'a embarqué avec lui. On est passé de 30 employés à 100, on est passé d'une boutique à 5, on est parti à New York, on a fait les salons du chocolat à Cannes, à Marseille. Enfin bon, c'était génial. Je me suis régalée. Et puis après, j'ai eu mon petit loulou qui est né. J'ai pris un petit congé et puis mon boss m'a dit, écoute Caro, je vends la boîte. Et du coup, toute la direction saute. Ok, licenciement économique, et j'ai rebondi. J'ai créé alors, j'ai pris cet avantage français qu'on a d'avoir ces 2 ans là avec le Pôle emploi. J'ai pris les sous qu'il y avait et puis j'ai créé un business. J'ai monté une boîte de linge et déco pour bébé et enfants parce que je me rendais compte que j'avais pas ce que je voulais pour équiper mon petit loup. Donc, j'ai trouvé une super couturière ici à côté de chez moi. Ma mère m'a aidée, on a fait des patrons. J'ai créé vraiment une marque, c'est-à-dire une identité, un univers. On a fait des photos dans le jardin, dans la chambre de mon fils. Enfin, voilà. Et j'ai créé une marque qui s'appelle encore et qui a été revendue depuis, mais qui s'appelle Beko et Mino. Et je l'ai fait vivre pendant un an et demi. J'ai fait un peu monter le business. J'ai fait toutes les casquettes commerciales et autres. Et puis, je l'ai revendu en 2019 parce que simplement, ça faisait trop. C'est-à-dire que entre-temps, on avait commencé l'investissement IMO.
Loïc avait toujours été plombier électricien à la base et avait une belle clientèle et puis du boulot en administratif pour moi. Et plus ce business-là. Et puis j'étais enceinte de ma deuxième, oui, aussi. Donc ça faisait beaucoup. Et puis je me suis épanouie à le créer, à faire ce monde, mais à le développer commercialement et tout ça, non. J'ai pas, ça me bottait pas plus que ça. Puis on avait commencé l'invest et ça nous a mordu de fou. Donc voilà. Et pour l'investissement, on s'y est mis parce que quand on a eu notre petit loup, on s'est dit avec Loïc, le temps va devenir différent, va être de plus en plus précieux parce que il va falloir allouer du temps à notre famille, à nos business et on en aura moins pour nous. Et puis on veut du temps pour notre famille, on ne crée pas une famille pour la mettre de côté et puis dire ils ont 15 ans, je ne les ai pas vus grandir. Donc est-ce que si je peux résumer rapidement déjà cette première partie, c'est Oui. que en gros, tu es plutôt du genre ultra active, ultra entreprenante, Oui. tu as envie de faire plein de choses. Oui. J'imagine que ton chéri aussi, Loïc aussi, il est du genre aussi très actif dans la vie professionnelle. Et le jour où tu as eu un enfant, tu as compris que tout gérer de front, c'était la galère et qu'il fallait trouver des alternatives, quoi. Et d'ailleurs, quand on a eu notre enfant, les gens nous ont dit, mais et vos carrières? Parce qu'on était. Moi, je bossais énormément, j'adorais ça. Loïc aussi. Alors, on prenait toujours des stops. On se disait là, stop, on part 3 semaines en vacances, laissez-nous tranquille, on part, on revient. Mais on était tout le temps, oui, sur le front, à fond. Et ça, c'est vrai que ça a changé la donne. Donc, on s'est dit, comment on va s'organiser? Quels sont nos objectifs pour avancer et pouvoir être là aussi pour nos enfants? Parce que quand votre premier enfant il est né, justement, t'as commencé, c'est à ce moment-là que tu as commencé à avoir des déclics par rapport à l'IMO ou vous avez déjà commencé à réfléchir à l'IMO avant? Avant, qu'est-ce qu'on a fait en IMO avant ensemble, chronologiquement, tu sais? Oui, Loïc avait, quand j'étais encore étudiante, Loïc, du coup, a appris la plomberie, l'électricité à l'école et sur le terrain. Et en fait, il est tombé sur une belle opportunité. Il a acheté un appart. On l'a rénové tous les deux, puis avec l'aide aussi un petit peu de nos familles, les week-ends, les soirs. Voilà, tous plein de poussière, à manger des sandwichs sur le chantier. Enfin, tu vois. Et bon, moi, c'était découverte. Lui, qui est plombier à la base, il avait déjà vécu dans des chantiers et tout ça. Et puis, il avait vu son papa aussi faire quelques appartements pour lui. Et de là, ça nous avait plu. On avait mis des choses de côté. On a les copains qui nous disaient à cette époque-là, tu sais, on avait quoi, peut-être 20 ans. Ouais, vous sortez plus, vous venez plus, machin. Ben non, mais on avait un objectif en tête. Et en fait, ça nous a plu. Et puis après, quand notre petit loup est arrivé, on s'est dit... Et du coup, cet appart, juste pour info, vous avez habité dedans en tant que résidence principale? C'était l'objectif de cet appart? Ouais, c'est ça, c'est ça. On a fait résidence principale et puis on l'a revendu, enfin Loïc, parce qu'il appartient à Loïc cet appartement, il l'a revendu pendant le Covid, je crois. Ok. Ouais, il me semble que c'est ça. On a fait la bêtise de le quitter en tant que résidence principale, de le louer un petit peu et après de le vendre. Ah oui, oui. Voilà, mais pas formé à la base. Nous, on fait notre truc, machin, on se dit, allez, on va avoir un enfant, il faut qu'on ait une maison un peu plus grande. Donc, on part sur un nouveau projet. Quand je tombe enceinte, ça ne se voit pas encore, on dit, allez, banco, moi, je travaille, je gagnais bien ma vie pour mon âge, et puis lui, il gagnait bien sa vie. On a dit, on part sur un nouveau projet et on met en loc l'appartement. On n'aurait pas dû avec le recul maintenant que l'IMO est un petit peu plus facile pour nous. Mais bon, on l'a fait comme ça. Et puis, on a commencé à faire du contenu gratuit, à écouter des podcasts, à lire des livres, un peu de tout le monde, d'essayer aussi de s'y retrouver dans ce monde parce que, on va se parler clairement, aujourd'hui, il y a à boire et à manger. Hein. Donc, on a fait notre petit chemin et puis on a acheté un immeuble. Pas formé. Alors, attends, donc en gros, ce que tu veux dire, c'est que vous aviez un appart avant d'avoir votre premier enfant. Quand vous avez eu votre premier enfant, vous étiez du coup locataire, c'est ça? Vous avez pris plus grand pour vous? Pendant que j'étais enceinte, en fait, on a acheté une maison, on a fait les travaux pendant que j'étais enceinte et on a déménagé quand notre petit loup avait 3 semaines. Ok. Donc, on est venu dans cette maison-là et l'appartement, on l'a mis en location. Ok, ok. Donc, en fait, ok, donc vous avez déjà deux biens IMO, on va dire. Enfin, donc la nouvelle maison, l'ancienne RP que vous avez mis en locatif. Ouais. Et c'est après là que le petit soit né, Oui. votre premier enfant soit né, que vous vous êtes dit, attends, là, on part sur un immeuble. Ouais, alors ça a pris un peu de temps parce que quand on faisait les travaux, il avait 2 ans, 2 ans et demi. Donc, on a aménagé dans la maison. On a fini de finir la maison parce qu'on est arrivé un peu à l'arrache, hein, en mode, Ouais. voilà. Et puis après, on a commencé à chercher. Ça a pris du temps. Et puis, on est tombé sur cet immeuble dans un petit village au-dessus de chez nous, qui est en fait une maison de village. Et on s'est dit, là, il y a de l'opportunité parce qu'on peut créer de la valeur.
C'est clairement ce qu'on fait aujourd'hui dans l'IMO, c'est créer de la valeur. On était sur une vieille maison de village complète avec un commerce déjà existant en bas. Et puis à côté, à peu près une surface plus grande, mais encore en mode grange, garage, tu sais pas, tu vois. Mais attends, mais ce qui est super intéressant, en fait, c'est que tu me dis, on est tombé sur un immeuble. Et en fait, c'est un point que je pense qui est intéressant pour les auditeurs parce que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de l'immeuble. Donc, c'est pas par hasard, il y a eu un cheminement pour que tu te dises, je visite des immeubles, je regarde les immeubles. Comment tu t'es switché dans la tête en te disant, un immeuble, c'est possible? Enfin, c'est pour les gens parce que des fois, ils se disent, que c'est pas pour eux. J'en discutais sur Instagram avec une fille l'autre jour qui me dit, mais parce que j'ai fait un réel et je disais plutôt un immeuble qu'un studio. Elle me dit, non, mais tu peux pas dire ça. Mais je dis si, en fait. Parce qu'en fait, si l'immeuble, il va être plus rentable que ton studio et que tu as la capacité d'y aller, bah si, en fait, je vais vers l'immeuble. Là, en fait, si tu veux, on a vu l'opportunité de faire un deuxième commerce, de séparer la maison en deux, de la rehausser et de faire Bon, on a fait un T3 duplex, un grand T2 avec terrasse et deux locaux commerciaux. Et on a calculé notre rentabilité, on a vu que ça allait être puissant. Il y avait une opportunité parce que, si tu veux, on est sur un village où il n'y a pas trop d'offres de location nue propre, entre guillemets. Donc voilà, pour nous, il valait mieux investir un petit peu moins cher au mètre carré dans un endroit un petit peu plus reculé qui était en train de se développer plutôt qu'en ville à Cannes, bien plus cher, avec plein de concurrence autour. Donc le choix, il a été vite fait, quoi. Côté humain, coup de cœur pour la nana qui vend, coup de cœur réciproque. Il y a eu plein de trucs qui ont fait que les planètes se sont alignées aussi. Et voilà, on y a été, on s'est fait un beau dossier bancaire. Entre-temps, on a commencé à se former, donc on a appris plein de petites choses. Mais on a quand même fait plein d'erreurs, enfin, des belles erreurs sur cet immeuble. Et puis, donc, on se forme pendant ce temps-là, on finit l'immeuble. L'immeuble, on met 1 an et demi à le faire, on fait tous les travaux de nous. Attends, mais les erreurs, faut que tu nous en parles, hein. Bah, c'est ça, c'est celle-là. La plus grosse, c'est celle-là. C'est d'avoir passé 1 an et demi de notre vie, au final, à faire des travaux. Alors, c'est une erreur. En même temps, voilà, ça nous a permis de montrer à notre fils aussi qu'on n'a rien sans rien. Il est venu avec nous sur les chantiers et tout. Mais bon, moi, j'étais enceinte de ma fille. J'ai passé beaucoup de temps sur les chantiers aussi. On aurait pu le vivre différemment. On n'en est pas frustré aujourd'hui parce que c'est notre histoire, mais ça a apporté des choses aussi. Mais si tu veux, aujourd'hui, on fait plus ça. Ouais, ouais. On a plus de valeur ajoutée à être ailleurs que en train de faire du placo. En plus, c'est pas notre cœur de métier. Tu te trompes, tu refais, voilà. Et notre deuxième erreur, c'est de ne pas avoir pris un assez gros budget travaux. On a minimisé nos travaux. Il aurait fallu mettre peut-être plus de budget travaux et moins en rajouter du côté perso parce que on s'est mis un petit peu en danger financièrement aussi par rapport à ça. Bah, tu veux dire que dans l'enveloppe bancaire d'emprunt des travaux, vous l'avez un peu sous-estimé et du coup, vous n'étiez pas forcément large et vous avez dû mettre de votre poche. C'est ça. Maintenant, on n'était pas large. On a rajouté petit à petit alors que, voilà, on n'est pas. Nous, on vient de famille, on nous a pas donné des choses. Voilà, on a des parents artisans qui nous ont donné le goût du travail. Ça, oui, il n'y a pas de problème, qui nous ont appris à travailler, mais qui, voilà, on a commencé de zéro. Donc là, on n'était pas loin et c'était un petit peu compliqué. En même temps, on se dit, allez, on se forme, on se paye une formation. Allez, on y va. Donc, Bah ouais. mais on l'a fait. Il y a un moment, on a pris la décision, on s'est dit, allez, on a un objectif, on veut du temps, on veut faire de l'immobilier. Donc, oui, ça coûte de l'argent, mais on a pris en 8 fois, on a payé en 8 fois, on a fait moins de restos, on s'est acheté moins de fringues, on est moins parti en vacances sur ce moment-là. Mais on s'est dit, on investit sur nous-mêmes et ça va changer beaucoup de choses. Bah voilà, on est 6 ans après et ça a tout changé. Et du coup, alors, parce que ça, pour la petite partie technique, que tu parlais de location nue, du coup, j'imagine que vous l'avez acheté en SCI-LIS, Ouais. cet immeuble? Donc, on monte une SCI-LIS pour ça. On a donc un T3, un T2, deux locaux commerciaux, location nue, et ça tourne super bien. Dès qu'on a quelqu'un, on n'a pas de vacances locatives parce que quand quelqu'un sort, dans tous les cas, il y a une forte demande parce qu'on est sur un village qui commence à prendre de l'ampleur, ça se construit autour. Les gens ont envie de reculer un peu, hein. Nous, il y a beaucoup de monde en bord de mer. On a des villes un peu saturées quand même, hein, Cannes, Nice, tout ça. Nous, on vit à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Donc, du coup, tu veux dire que ton immeuble là, il est à Grasse? Non, il est à Saint-Césaire. C'est un petit village qui est au-dessus, à 20 minutes de route. Ok, ok. Voilà. Et donc, à partir de là, on finit l'immeuble. Et puis là, Covid arrive et on commence un peu à s'ennuyer. Donc, on a dit, OK, LMNP, on a envie de faire de la location courte durée. À Grasse, en 2020 et 2021, il n'y a pas d'hôtel. Zéro hôtel pour les touristes. On est sur une ville. Attends, parce qu'il faut que je comprenne le truc. Là, à ce moment-là, en 2020, votre situation financière, c'était comment? C'est-à-dire que Loïc travaillait toujours? Loïc, il a sa boîte de plomberie encore.
Il est plombier Ouais. électricien, donc dépannage, création de salle de bain, nanana, d'accord. Et toi, t'étais au chômage parce que tu avais eu le licenciement. Moi, j'ai pas de revenus à ce moment-là. On déclare pas de Ah revenus oui, parce pour que tu moi. avais vendu aussi ton entreprise. J'ai vendu mon entreprise et Ouais, si tu veux, je travaille pour LDI, pour notre société de plomberie et tout ça, mais on me paye pas parce que dégager un salaire, ça servirait. Tu sors un salaire chargé, non, on fait pas. Je me paye pas pour le moment et ok. je gère tout ce qui est locatif. Je gère mes locataires, j'apprends à mettre en place, à bien automatiser, enfin, tu vois, à améliorer en fait le fonctionnement au quotidien. J'ai mon petit garçon qui commence à aller à l'école et j'ai ma fille avec moi. J'ai ma fille avec moi. Je me suis occupée de mes enfants, je les ai pas mis en collectivité avant leurs 9 mois et après je les mettais que 2 jours par semaine pour être avec eux. Nous, notre objectif, c'est d'avoir un juste milieu entre la famille et le business. Il est là l'objectif, le gros objectif. Ça passe par Ouais. plein de petites mises en place, tu vois, mais l'objectif, il est là. Donc, c'est bien, on travaille beaucoup, mais alors j'ai plein de gens qui me disent, ah, tu vas chercher tes enfants à 16h30, tu travailles pas. Alors, mon gars, je t'explique, vu l'organisation que j'ai, ça se trouve, je travaille plus que toi en 2 jours. Donc, non, mais tu vois, il y a plein Non, de. mais c'est exactement ça. On est tous différents, il faut juste être en corrélation avec ce qu'on a envie. Là, on voulait s'occuper des enfants et en même temps faire du business et se dire, on fait un plan d'action sur court, moyen, long terme. Du coup, Loïc a la société de plomberie, on a les catalogs qui tournent. Pendant le Covid, on dit on va acheter à Grasse chez nous parce qu'on se rend compte que dans notre ville, il n'y a pas d'hôtel et on est quand même capitale mondiale du parfum. Donc, on a plus de 1 million ou 2 millions, je ne sais plus, de personnes qui montent en centre-ville chaque année visiter les usines de parfum. Donc, on commence à chercher, on cherche. Bon, c'est pendant le Covid, donc on visite de loin. Voilà. Et sur le Bon Coin, on tombe sur un bien qui est en vente depuis longtemps, mais qui repart, qui revient, tu vois, qu'on ne voit pas tout le temps. Bon, on creuse et on se rend compte que quelqu'un s'était positionné, mais ne va pas plus loin parce que les travaux lui font peur. On visite, on voit une opportunité. C'est un plateau de 93 mètres carrés dans un immeuble dans la rue qui est The Place to Be à Grasse avec tous les commerces, les parfumeurs et tout. Et on se rend compte qu'on peut diviser en deux très facilement et donc faire 2 apparts en location meublée en courte durée. Donc, feu, on fait une offre, on y va, on apprend, comme on a appris à bien négocier, on négocie, comme on a appris à bien gérer avec les agents IMO, voilà, on applique vraiment cette fois-ci du départ tout ce qu'on a appris en formation. Ça porte ses fruits énormément parce qu'on arrive à faire une opération assez rentable. Et puis, on part sur nos travaux, on a plus de travaux si on a à peu près le même budget de travaux que le budget d'achat, donc on fait d'énormes travaux. On étaye, on fait passer les huissiers, on a ingénieur béton. Enfin bon, voilà, on est en ville sur des vieux immeubles, donc il faut quand même faire attention. Ouais, pour expliquer peut-être aux gens le huissier, à quoi ça sert quand on démarre des travaux dans un immeuble. Comme on est en ville, dans un immeuble où il y a sur cet immeuble à 4 étages et qu'on va faire des travaux de structure, on fait passer un ingénieur béton qui nous dit voilà, il faut faire comme ci, comme ci, comme ça. Et après ça, on fait passer un huissier qui va voir les personnes qui logent en dessous, à l'appartement en dessous, l'appartement au-dessus, et qui constate, qui va sécher les gens et qui dit voilà, je regarde juste dans quel état est votre appartement aujourd'hui avant que Caroline et Loïc commencent leurs travaux. Ça nous a sauvé les fesses. Mais oui, mais en fait, parce que je le dis pour les gens, en fait, l'objectif, quand l'huissier passe donc chez les voisins, et ça peut même être le cas d'un immeuble à côté, nous, c'était le cas, Oui, c'est aussi. que un immeuble, on avait fait faire aussi venir un huissier dans l'immeuble d'à côté, pour en fait pas que tu aies des personnes qui viennent te voir et qui disent, ah, ma fissure dans mon mur, c'est de ta faute, c'est depuis tes travaux. Mais en fait, le fait d'avoir fait ton constat de huissier avant, tu peux dire, bah non, le huissier, il est passé chez toi, ta fissure là, elle était déjà là avant. Donc en Mais fait, tu as une preuve de l'état avant ton début de travaux pour que pas que les gens puissent t'attaquer pour une soi-disant fissure qui en fait était déjà là avant. Donc en fait, c'est pour ça que ça sert un constat de huissier. figure-toi que je fais passer les huissiers, mais que j'ai quand même une attaque. Ah oui? Ouais, mais non, mais c'est bien, c'est une bonne histoire à raconter parce que ça peut aider. Donc, on fait passer l'huissier en dessous, pas de problème. Et au-dessus, la dame est prévenue, mais n'ouvre pas. Donc, voilà, on commence. Donc, l'huissier dit, j'ai prévenu, je vois qu'il y a quelqu'un derrière la porte, ça n'ouvre pas, machin truc, il le note et tout, il fait son truc. On commence les travaux. Et là, la voisine du dessus vient tous les jours. Je sens que je vais passer à travers le plancher. Vous vous rendez pas compte? Elle me dit, Madame, venez voir les travaux, regardez, tout est bien fait. On est professionnels, on est artisans, tout le monde a les bonnes assurances, les bonnes certifications. Voilà. Elle appelle la mairie tous les matins en disant qu'elle a peur. Donc, on a la mairie qui vient et qui dit, mais en fait, vous êtes carrément dans les règles. Des gens qui sont dans les règles comme vous, on n'en a pas 10 dans le centre-ville. Voilà. Donc, encore une fois, on avait tout mis en place. Toutes les déclarations préalables étaient affichées. Enfin,
tout a été fait dans les règles. Et pour moi, c'est une règle d'or. C'est-à-dire qu'il vaut mieux engager plus d'argent, plus de temps, mais faire les choses de façon droite parce que ça nous retombe toujours dessus si on ne fait pas les choses correctement. Donc, on fait ça et au final, elle appelle son assurance et elle dit qu'on lui a fissuré tout l'appart. Bref, on se retrouve quelques mois après dans son appartement avec l'assurance et les experts, les nôtres, les siens, ceux de notre maçon et ceux de notre ingénieur béton. Donc, on se retrouve à 15 là, dans cet appartement et à discuter pendant plus d'1 heure et demie parce que madame dit qu'on lui a... voilà, on finit sur une constatation que les fissures sont là depuis de belles années, que c'est pas nous qui avons fait ça, qu'on a mis en place un huissier, que l'huissier a constaté qu'elle n'avait pas ouvert la porte, qu'on avait été droit du début à la fin et que non. Et on lui a même proposé une somme d'argent pour repeindre son appart et reboucher certaines choses en lui disant, écoutez, nous, on veut juste une bonne entente. On lui propose une somme. Elle nous dit non. Donc, on a dit OK. Ah ouais. C'est quoi ouais. Salut. Et on est parti. Et au final, ça s'est passé comme ça. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est le fait que le huissier soit passé, qu'elle n'ait pas ouvert la porte. Et en fait, en général, les gens sont prévenus à l'avance, etc., que le huissier va passer à telle heure. Alors, ils reçoivent un courrier, une lettre recommandée, d'accord? Elle n'est pas allée chercher sa lettre. Sauf que moi, entre-temps, je me rends compte qu'on est sur quelqu'un qui n'est pas droit. Donc, j'appelle l'huissier, je lui dis, elle n'ira pas chercher la lettre. Il me dit, pas de problème. Moi, je me déplace. Il y a été et il a constaté que quelqu'un était derrière la porte. Et il a appelé de cette dame en lui disant, machin, un truc. Oui, mais c'est ma fille qui est là. La gamine, elle a 25 ans, donc elle peut ouvrir la porte. Moi, je suis pas là. Vous vous rendez compte? Vous venez, je suis pas là. Madame, vous étiez prévenue, vous aviez reçu un courrier, vous avez fait exprès de pas été le chercher. Tout ça, c'était notifié. Donc, en fait, encore une fois, ça a pris un peu de temps et de l'argent, mais au moins, tu n'avais aucun risque après coup qu'elle vienne t'embêter parce que, comme tu n'as pas pu constater son appartement, elle ne peut pas venir dire que c'était de la faute de tes travaux. Oui. Comme elle n'avait même pas ouvert la porte. Non, puis on est face en fait, dans son salon, on est face à 4 experts. Les mecs, ils font que ça. Ils lui ont dit, madame, on reconnaît une fissure qui a 25 ans, qui a 10 ans, qui a 12 ans, qui a 6 ans, à une fissure qui a 3 semaines. Et il y a un moment, vous n'avez pas ouvert votre porte. Vous vous êtes tiré une balle dans le pied toute seule. Donc, voilà, c'est tout. On a été droit, on a mis en place les démarches qu'on avait appris, on s'est fait conseiller autour de nous dans notre réseau d'immobilier, on nous a dit, faites bien ça, faites bien ça, faites bien ça. Voilà, c'est tout. Franchement, bravo, c'était carré, vous avez géré là. Non, mais c'est top. En fait, la leçon, c'est qu'on peut tous le faire. Moi j'ai fait des études de com. Il y a un moment, j'aurais jamais pu savoir tout ça. Mais j'ai misé sur moi-même, je me suis formée, je suis bien entourée. Et en fait, la clé, elle est là, c'est qu'on peut tous passer à l'action sur tous les domaines qu'on veut, du moment qu'on est bien entouré et formé. Et c'est juste ça, moi, que je veux expliquer aux gens, c'est que je suis pas surhumaine, je suis comme tout le monde, et que j'ai juste mis en place des choses qui font qu'aujourd'hui, ça marche. C'est tout. Bah, nickel. Et donc, du coup, vous avez fait les travaux cette fois, vous les avez bien délégués, vous les avez pas fait vous-même? Alors, on a fait la plomberie quand même. Oui, quand même. Non, on a délégué les travaux. Moi, j'ai fait comme la fois d'avant. Donc, moi, j'aime bien, je source les matériaux, je gère la déco. J'ai fait imprimer des grands plans que j'ai mis dans chaque pièce. Comme ça, c'était efficace. Ils allaient vite, ils avançaient bien, ils étaient à l'aise, en fait, sur tout. Ça permet aussi, les plans, ça permet aussi à ce qu'ils fassent des devis plus cohérents. Parce que c'est facile de faire un devis pas cher et après de demander du supplément. Et ça, c'est dommage parce que toi, tu as du mal à prévoir. Donc, avec des plans, c'est quand même hyper carré parce qu'ils savent à quoi s'attendre au niveau mètre carré, comment ça va être aménagé et tout. Donc, c'est vraiment propre, c'est top. C'était la première fois qu'on le faisait. Et donc, on fait ça, on avance petit à petit. Donc, on achète le 6 janvier 2021. On met en location le premier appartement le 28 juillet, je crois. Ouais, c'est ça, 2021. Et l'autre, ce sera en octobre, parce qu'on n'arrive pas à finir les deux en même temps. Donc, on commence une petite saison vraiment à l'arrache, comme ça. On équipe l'appart, on fait tout ce qu'il faut. Et puis, écoute, aujourd'hui, c'est magique. C'est-à-dire que tu fais comme d'hab, tu fais une projection de chiffres pour prévoir ta renta. Et bon, ça explose les chiffres, donc on est très content. On a automatisé le ménage. Alors, j'ai tout fait moi au départ parce que je voulais comprendre, je voulais connaître les problématiques, je voulais faire des erreurs pour me rendre compte de comment ça fonctionnait. Donc, j'ai fait les ménages, les entrées, les sorties. Je me suis rendu compte que la boîte à clés, c'était quand même pas mal et que les gens étaient très habitués à ça. Je pensais pas, mais en fait, les gens, au début, j'étais là et j'avais l'impression même de les embêter un petit peu. Non, mais c'est vrai, ils ont l'habitude maintenant. Et moi, je n'avais pas cette habitude-là. Et bon, la boîte à clés était ravie. Donc, on a mis ça en place. Le ménage a été délégué. J'ai ma petite fée qui est top. Et puis, j'utilise une application parce que j'aimais bien sur Airbnb et Booking, 2 apparts. Donc, pour tout centraliser, j'utilise une application. Et comment elle s'appelle, du coup, cette application? Super Hot. Super Hot, ok.
super haute et il y a un lien sur mon Linktree où on peut aller découvrir, voir comment ça marche et puis me poser des questions si besoin, il n'y a pas de souci parce que pour le coup maintenant, ça y est, j'ai compris comment ça fonctionnait. Et voilà, ben ça du coup, ça tourne. Parce que ça, c'est quelque chose que moi je dis toujours, c'est que quand on se lance en location courte durée, mais moi j'ai pas d'expérience en location courte durée, c'est que c'est de s'y mettre soi-même pendant les Oui, premiers mois, déjà oui, pour s'assurer les meilleures notes possibles, oui. euh, pour bien démarrer entre guillemets le business et bien comprendre les rouages. T'es d'accord avec ça? Mais il faut, dans tous les cas, quoi qu'on fasse, il faut commencer. Et ça c'est mon thème du moment. Il faut arrêter de croire que quand on monte quelque chose, on va le déléguer de suite. Alors si, mais pour moi, tu vois pas les problèmes et tu connais pas. Tu peux pas dire je connais pas un business, mais je le délègue. Moi, ça me semble fou. Ou alors, faut m'expliquer. Mais tu peux pas dire bah allez, je délègue le ménage, le machin, la gestion. Non, il y a un moment, il a fallu que je vois combien de temps prenait le ménage du T2, combien de temps prenait le ménage du T3, comment se comportaient les gens dans mon appartement, les draps, comment j'allais faire, j'allais pouvoir les nettoyer, les repasser, tout. J'avais besoin de tout comprendre. Et même demain, quand tu commences à déléguer, tu cherches une femme de ménage, elle te fait un devis. Comment tu peux savoir ce que ça va te coûter alors que tu sais même pas toi, tu l'as jamais fait? C'est pas possible. Il faut que ce soit Ouais. cohérent. Ça se trouve, elle va te proposer le double de ce que ça peut coûter, mais toi, tu vas dire, bah ouais, de toute façon, j'ai jamais fait le ménage. Ouais, elle va mettre 3 heures pour le faire, pas de problème. Alors, ça prend 1 heure et demie. Et voilà, moi, je pense qu'il faut vraiment dégrossir, apprendre un maximum soi-même de ce que ça donne, et puis déléguer quand tu peux le faire aussi. Commencer à faire du business, Excellent. rentrer du cash, avoir des commentaires clients qui disent, il y a ça à améliorer, il y a ça à acheter. Bon, allez, je vais acheter ça, machin. Et après, tu te permets, tu te payes le luxe de déléguer. Et ça, c'est bon dans l'entrepreneuriat aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent, bah, c'est bon, je vais tout déléguer et tout, machin, je vais prendre du temps pour moi. Mais tant que tu n'as pas mis ton business en place, que tu n'as pas travaillé, pour moi, tu ne peux pas te permettre ça. Mm. Voilà. Excellent. Moi, j'aime bien ce mindset. J'aime bien ce mindset. Moi aussi, j'aime bien comprendre, maîtriser. Et puis, en fait, si on veut être excellent, enfin, moi, c'est mon idée, j'aime bien être excellent et être bonne dans ce que je fais, Oui. bah, il faut déjà maîtriser soi-même la chose. Non, mais on est d'accord. Et ça pour tout. Tu peux pas. Ouais, non, c'est ma vision après, mais c'est. Moi, j'ai envie de dire, même en compta, parce que j'allais dire sauf en compta, mais je sais que nous, par exemple, même en compta d'immobilier, on a un comptable, évidemment, pour gérer tous Oui. nos biens IMO. Mais quand même, tous les ans, moi, je prends le temps de tout comprendre, ce qu'il y a écrit dans les papiers comptables. Mm. Et à chaque fois, mais tous les ans, il y a des erreurs. Tous les ans, il y a des trucs qui sont mal faits, en fait. Et Oui. même pour comprendre comment fonctionne l'amortissement et comprendre dans combien de temps tu vas payer des impôts, bah, en fait, si tu n'as pas vraiment mis le nez dedans, tu sais, tu comprends pas vraiment, tu vois. Enfin, je le dis, ça va faire peur aux gens de se dire... C'est vrai qu'au début, on n'y comprend rien, mais en fait, moi, tous les ans, je me plonge. Ça me prend 2 jours temps plein, mais je le fais, quoi. Mais parce que son objectif, c'est de comprendre et d'apprendre. Au final, c'est OK. Ouais. Et en Et, plus de ça, tu peux après comprendre des décisions. Enfin, tu comprends plein de trucs de comment fonctionne aussi ton comptable. Enfin, je dis l'exemple du comptable en l'occurrence, mais et en fait, tu peux aussi ajuster après coup des actions. Parce que, par exemple, moi, j'avais compris que notre comptable, comment il pratique les choses, toutes les factures au-dessus de 500 euros, il les amortit, alors que toutes les factures en dessous de 500 euros, il les amortit pas, il les passe en charge direct. mm. Et en fait, pour info, c'est avantageux donc de passer 2 fois à Ikea pour avoir 2 factures en dessous de 500 euros que d'avoir une facture de 1000 euros qui va être étalée sur 5 ou 6 ans, tu vois. Et Ouais. en fait, c'est tout con, mais tu vois, si j'avais pas plongé là-dedans, bah, tu sais, ce genre de Je ne détails, je les saurais pas. connaîtrais pas. Mm. Bah ouais. Non, mais c'est Bon, génial parce qu'on bref. apprend aussi, tout le temps. C'est une activité où tu es tous les jours en train d'apprendre. Et je disais à Ouais. mon fils il y a 2 jours, je lui ai dit, mais tu sais que moi, je ne vais pas à l'école, mais j'apprends encore des trucs tous les jours. Ah bon? L'enfant blasé de ses évaluations de fin d'année. C'est vrai, maman? Ben oui, mais Ouais. c'est génial. On est pareil dans ces croyances en France. On a l'impression qu'on va à l'école, qu'on fait des études et qu'après, bah, on a un métier. Donc, bah, voilà, on va tous les jours au travail et puis on n'apprend pas. Mais en fait, là, c'est tellement bien d'apprendre. On évolue encore, on grandit comme on a grandi quand on était enfant, quoi. Et ça, c'est Ouais. c'est trop bon. On devient la meilleure version de soi-même chaque jour qui passe. C'est trop bon. Ouais. Ah, génial. Génial. Donc là, on en est à vous lancer en location courte durée. Alors, Ouais. est-ce que je vais faire un petit topo, mais tu me dis si c'est vrai ou pas. Moi, j'aime bien suivre mon intuition. Ce que je me dis, c'est que vous avez acheté l'immeuble en SCI à l'IS, mais du coup, en termes de cash flow, c'était plus intéressant de partir sur la location courte durée. C'est pour ça que vous vous êtes dit, on fait de la location courte durée pour générer du cash flow. Encore une fois, on est face à un objectif. Nous, dans tous les Ouais. cas, on n'y va pas au hasard et au petit bonheur et à la mode, on y va à l'objectif. Là, l'idée, quand on a fait l'immeuble, c'était de commencer, c'était de se faire du Ouais. revenu complémentaire et puis
il fallait bien commencer et comprendre. Donc aujourd'hui, il y a quand même un beau cash flow sur cet immeuble parce qu'on a fait du rentable. Mais vous le laissez dans la boîte ou vous le sortez, le cash flow de la SCI/LIS? Pour l'instant, on le laisse. On le laisse parce qu'aujourd'hui, Santé, on a une holding qui détient la SCI et toutes nos activités. Donc, si tu veux, ça sera réinvesti ailleurs. Mais pour l'instant, c'est dedans. Et donc, on fait du LMNP, de la location courte durée parce qu'on veut générer du cash. Parce que derrière, on a l'objectif de partir sur encore un autre projet. Alors, donc, du coup, le LMNP, donc vous avez bien les deux, la courte durée en LMNP. Oui, c'est du LMNP la première année. Ah, ok, c'est passé en LMP? Très vite, ouais. On passe en LMP, mais c'est pas grave parce que de toute façon, on est bien accompagné, on a un très bon comptable qui va gérer tout ça. Et puis donc ça, c'était 2021. Et ça vous génère du coup vraiment du cash flow, là, la location courte durée, c'est quelque chose que vous touchez en argent. En fait, ce que j'explique en fait, c'est aussi intéressant, c'est que du coup, quand tu fais de la SCI/LIS, moi, mon idée en général, c'est que quand tu veux sortir l'argent de la SCI/LIS, c'est moins intéressant. C'est que la SCI/LIS, c'est plus intéressant pour encapsuler et réinvestir derrière le surplus, alors que le LMNP, bah, là, versus LMP, bah, ça te permet vraiment d'en vivre parce que c'est moins coûteux de sortir l'argent et de le mettre dans sa poche. Ben, c'est pas coûteux. Enfin, oui, c'est très peu coûteux, on va dire. Très peu coûteux. Cet argent-là, aujourd'hui, il est à toi en perso, on va dire. Ouais, donc, il y a une facilité. C'est clairement, oui, c'est clairement ça. Ça peut être ton objectif de revenu, dire, bah voilà, du coup, j'arrête mon activité. Par exemple, on aurait pu dire, on fait ces appartements-là et puis Loïc arrête la boîte, par exemple. Ouais. Donc, à la base, nous, on mange avec cette boîte-là, avec la boîte de plomberie. C'est notre fonctionnement de famille et on s'est toujours payé avec cette boîte-là. Et encore aujourd'hui, nous, clairement, on se paye la même chose qu'il y a 6 ans et on réinvestit tout le reste. On est dans une phase où on réinvestit tout ce qu'on a. Mais vous n'augmentez pas vos revenus, en fait, perso. Enfin, vos dépenses, je veux dire. Non, mais c'est génial parce que nous, avec Cyril aussi, on a eu ce mindset-là pendant très, très, très longtemps. Mais d'ailleurs, on l'a toujours. Mais de se dire, en fait, on a un niveau de vie. Et même si on a des revenus supplémentaires, en fait, tout ce qui est supplémentaire, c'est réinvesti. C'est quoi, je vais te dire un truc. Aujourd'hui, j'ai une voiture qui me coûte bien moins cher qu'il y a 3 ans. Ouais. Parce qu'il y a 3 ans, je roulais avec une voiture qui nous faisait très plaisir. Bon, on n'était pas non plus dans un truc de dingue. Mais bah, déjà, j'ai fait du cash en la revendant. Parce que, voilà. Et aujourd'hui, j'ai une voiture qui est beaucoup plus simple, mais qui est encore plus en corrélation avec mon patrimoine. Et parce qu'encore une fois, je me suis formée, j'ai appris que bah, si moi on a un objectif, donc bah, la voiture faisait partie du fait qu'on récupérait du cash en la vendant, qu'on prenait une voiture différente, mais qui nous coûtait moins. On est tous différents, il y en a qui adorent avoir des super voitures, mais nous aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a récupéré du cash et qu'on l'a réinvesti, et que c'est en corrélation avec ce qu'on veut. Donc voilà, tu vois. Trop bien. Donc, à la base, oui, donc on disait le LMNP, ça peut très bien remplacer tes revenus. Ça peut très bien être, je quitte le salariat, je gagnais 1006 par mois, et ben, je vais faire en sorte de faire 1 ou 2 apparts et puis de gagner l'équivalence et peut-être d'en faire d'autres après. Nous, on ne l'a pas vu comme ça. On s'est dit, on continue la boîte de plomberie d'un côté. On a la SCI qui crée du cash et bon, ce ne sera pas pour tout de suite, mais on le garde et puis on réinvestira avec. Et puis, ben, on génère du cash. Et du coup, ben voilà, on met du cash de côté, on a notre objectif, on avance, et puis on arrive début 2022, et là, on se dit, voilà, la boîte de plomberie, on va la scaler, on arrête d'aller chez les clients qui te donnent rendez-vous qui n'est pas là, on arrête de faire des salles de bain et de dépendre du carreleur pour revenir poser tout ça, on voyait que notre temps, c'était énergivore sur le temps, sur la rentabilité aussi, mine de rien, du coup, parce qu'entre-temps, on a un gars qui vient dans notre équipe, on prend un apprenti, tu vois, on avance. Et on a dit, OK, on scale la boîte, on passe en rénovation énergétique. Loïc passe toutes les certifications pour être RGE. Tu vas avoir des artisans qui ne vont pas avoir de certification, donc qui poseront des pompes à chaleur. Et tu en as d'autres qui seront certifiés par toutes ces normes. Tu as CaliPV, tu as RGE, tu as Calibat. Il y a plein, selon le domaine, si c'est de la maçonnerie, si c'est de l'énergie, c'est différent. Mais ils ont des formations où ils sont capables déjà de faire les choses correctement et dans les règles. Et ça, c'est très important. Et ils peuvent te faire bénéficier d'une expertise. C'est-à-dire que Loïc, là, va chez quelqu'un qui achète un bien qui est dans son jus. La personne va dire, bah, comment je vais faire pour me chauffer au mieux? Et ben là, il va avoir la capacité de dire, bah, pour moi, on met une pompe à chaleur RR parce que ça va vous amener tant d'économies, parce qu'il y a tant de mètres carrés, parce que c'est comme ci, comme ça. Voilà. Il y a une expertise derrière. Il y a une qualité de travail obligatoire puisque tu as une certification, donc tu es contrôlé au quotidien. Okay. D'accord, par des organismes. Et du coup, avec tout ça, tes clients peuvent bénéficier d'aides de l'État.
Nous, à l'instant T, aujourd'hui où je te parle, 26 juin 2023, nous avons des clients qui ont des pompes à chaleur et ne les payent pas parce que les aides de l'État absorbent le coût. Donc, c'est énorme. On parle de 15 000 euros. Et vos clients, en général, c'est plutôt des particuliers, du coup. Nous, on fait que les particuliers. On est, alors, encore une fois, une question de positionnement. On aurait pu grandir, on aurait pu prendre des équipes. On n'a pas envie de ça. On tient à notre liberté. On n'a pas envie d'avoir 10 employés, dont 3 qui viennent pas le matin. On n'a pas envie de tout ça, non. On a une très grosse équipe aujourd'hui différente, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui gère notre administratif, on a quelqu'un qui nous aide sur les réseaux sociaux, on a un auto-entrepreneur qui bosse avec nous de temps en temps. On a des équipes comme ça, mais on ne voulait pas avoir plus de monde, des camions partout et tout ça. Non, on voulait pouvoir maîtriser la quantité. C'est super intéressant parce que moi, c'est quelque chose aussi que je me pose souvent dans le business. Enfin, je raconte un peu ma vie au passage, Mais vas-y. mais c'est vrai que en fait, c'est vrai que quand tu es jeune, tu sais, tu as un peu l'ego qui te dit, ouais, j'ai envie d'avoir une entreprise avec des employés, nanan, ça va être cool. Et en fait, quand tu as connu un petit peu de management, machin, quand tu étais plus jeune, enfin, Ça. Cyril avait des postes comme ça. Lui, je sais que nous, notre objectif, c'est, on veut pas d'employés, on Non. veut un business en fait à taille familiale. On peut déléguer à des auto-entrepreneurs ou des personnes qui sont à leur compte de façon ponctuelle des tâches. Mais en fait, le but, c'est pas de venir dans des locaux pour faire genre machin, t'as une Mm. équipe, t'as une entreprise. Ça, c'est juste, c'est juste du stress. Et en fait, en réalité, en tout cas, nous, on a exclu ça de notre vision du business aujourd'hui. Celui qui a l'objectif de ça, c'est bien. Là, on en voit des super entrepreneurs autour de nous. Il y en a un qui est leader sur le marché. Il a, je ne sais plus combien d'employés. Il a des camions partout et tout ça. Mais il a voué sa vie à ça et c'est OK. Il est heureux comme ça, pas de problème. Nous, c'était pas notre but. Ouais. Nous, on voulait diversifier. On voulait pas mettre nos œufs dans les mêmes paniers. On voulait que ce soit encore plus rentable, cette société. Mais on voulait à côté qu'il y ait du LMNP, qu'il y ait de la SCI et la suite. Donc, Ouais. euh, donc voilà. Alors, la suite, c'est ça qui Alors, m'intéresse, c'est ce que alors, tu du dises, coup, la suite. du coup, LDI, la boîte de plomberie, on la scale. On prend 6 mois de notre temps en disant les locations tournent et ça, on le scale complètement. Donc, on change tout. On change l'identité visuelle. Loïc se forme. On prend un camion de plus. On prend l'apprenti à ce moment-là. Et on change notre offre. On écrit à tous nos clients. Moi, je fais beaucoup de relationnel. Et voilà, en 6 mois, tout change. Loïc a des contrats de poste de pompe à chaleur qui viennent. Et puis, les semaines se remplissent. Et là, tu vois, on est plein jusqu'à fin octobre déjà. Donc, c'est cool. Donc, ça, c'est fait. On fait ça sur la première partie de 2022. Et septembre 2022, on commence l'activité de marchand de biens. Être marchand de biens, ça veut dire faire de l'achat-revente de biens immobiliers, mais dans une entité commerciale. C'est-à-dire que on n'est plus dans le locatif, on a beaucoup moins le droit de se tromper, on a beaucoup plus d'obligations, mais en même temps, c'est un métier qui peut être aussi lucratif si c'est bien fait. Donc, on prend une formation en décembre 2021, qui est un accompagnement plus qu'une formation. Il y a une partie formation et puis on a une équipe d'experts qui audite nos projets. On investit à plusieurs sur des projets. Enfin, on est dans un super écosystème. On s'en imprègne le temps de scaler la boîte entre-temps. Et puis, on se lance je commence à prospecter en septembre 2022. Agent IMO, on y va, machin. Je refais mon réseau à fond. Et puis, là, on est en juin 2023. Et puis, on est sous l'eau. Non, en fait, au final, on a commencé il y a 6 ans à planter nos graines. Et là, 2023, il y a tout qui pète. C'est-à-dire que la boîte de pompe à chaleur, ça surmarche. Les locations sont pleines. Marchand de biens, il y a eu 2 projets qui sont arrivés comme par hasard en même temps. et donc, c'est super. On a un premier projet qui est un appartement qu'on rénove, qu'on aimerait finir avant de partir en vacances et commercialiser pendant les vacances. Et on a un deuxième projet sur lequel on s'est associé avec des gens qui se forment dans le même écosystème que nous et qui est une division parcellaire avec permis de construire et tout ça. Donc on apprend, on n'a jamais fait de division parcellaire, mais on est tellement bien entouré et on est dans un bon mood, donc on pète nos barrières, on va de plus en plus haut. Et voilà, et puis cette année, on a atteint un objectif de vie, parce qu'on a des objectifs de travail, mais on a aussi des objectifs de vie. On part en vacances avec nos enfants pendant 1 mois. Trop bien. Ouais, et ça fait 6 ans qu'on en parle, ça fait 6 ans qu'on se dit, on leur fera découvrir le monde différemment. On fait un jour un gros voyage et on y est, on part dans 20 jours. Et Génial. ouais. Alors génial parce que du coup, tu as tout le boulot qui pète cette année-là. Et en même temps, tu prépares ton voyage, tu vois. Donc non, c'est génial parce que tu te dis, j'ai planté tes graines, j'ai rien lâché, j'ai été résilient, j'ai appris. Et là, voilà, tu commences à voir que ça commence à fleurir. Et ça fait du bien aussi
Et c'est génial, quoi. Nous, on s'éclate, on est heureux dans notre vie. En même temps, bah ouais, je vais chercher mes enfants à 16h30 tous les jours. Les mercredis, je suis avec mes enfants. Les samedis et dimanches, on est avec nos enfants. Et c'est top, quoi. Il y a un équilibre, si tu veux, qui est créé. Il y a quand même du volume de travail. Mais ça m'intéresse là, d'entrepreneur à entrepreneur avec des enfants comme ça, de limo, etc. Moi, je sais que c'est pas évident parce que je trouve que la semaine passe à une vitesse de dingue. Ouais. Le fait de récupérer les enfants à 16h, et moi je les ai jusqu'à ce qu'ils s'endorment à 20h, 20h30, Ouais. bah, ça fait que moi je rebosse tous les soirs. Enfin, tous les soirs, nous, on retravaille à 20h30, 21h. Je sais pas comment toi tu fais pour gérer, pour avoir assez d'horaires de travail pour que ça avance aussi vite que tu aimerais. Alors, c'est une question d'organisation. C'est une question. Moi, je suis. Aujourd'hui, j'ai une organisation qui est hyper carrée. On fait beaucoup de sport avec Loïc aussi. Donc, tu vois, le mercredi soir, je suis à la danse. Le jeudi soir, il est à l'escalade. On court ensemble le vendredi matin souvent. Et c'est vrai que les gens nous disent, mais comment vous faites? Bah ouais, ça m'intéresse, bah dites-moi. Mais on est juste organisé pour tout. Bah, au quotidien, je sais que aujourd'hui, par exemple, je Ouais. travaille de telle heure à telle heure. D'accord? J'ai mon Google Agenda, j'ai mes missions du jour. Tout est timé. Je sais que je suis avec toi jusqu'à 10h30. Je sais qu'après, j'ai ça, ça, ça. Je sais qu'à midi, je vais chercher mon petit loulou aujourd'hui parce qu'il va chez l'orthoptiste. Puis après, je le ramène. Et puis après, je passe sur mon chantier. Et puis après, en fait, tout est organisé. Je perds pas de temps à me dire, bon, alors, ma mission, là, ça va être quoi? Parce que j'ai fini l'autre. Mais bon, c'est quoi la priorité? Non. Hier soir, j'ai pris ma liste et j'ai fait ma semaine. Et tout ça, c'est très organisé et c'est carré. C'est plein de petites choses. Je sais que le jeudi, j'ai mon panier de fruits et légumes qui est livré à la maison. Donc, ça, c'est bon. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai fait mon drive, je vais aller le récupérer sur un trajet. Voilà, tout est carré. En fait, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est-à-dire que on a mis des choses en place. Par exemple, l'année 2019, on a commencé à faire ci, puis à faire ça, puis machin, puis truc. Tu vois? Et tu arrives à maintenir ta maison rangée? Oui. Alors ma maison, aujourd'hui, je délègue le ménage une semaine sur deux. Alors Ok. pareil, j'ai pas fait ça dès le départ. C'était quand je pouvais, quand voilà. Et après, j'ai la chance de travailler, comme toi, on travaille aussi de la maison. Moi aujourd'hui, mon bureau est de la maison. Alors je sais que j'ai des rendez-vous à droite à gauche très souvent, mais je m'organise pour que je dépose mes loulous, je rentre et j'ai tous les matins 20 minutes où je sais que je range la maison et le bureau du coup. Et j'ai le podcast dans les oreilles où je suis en rendez-vous téléphonique, mais en même temps, je peux utiliser mes mains en écoutant. Et voilà, et je m'organise. Waouh. Tout est une question d'organisation et d'envie. Il y a un moment, il faut poser les choses sur la table et se dire, OK, je sais que j'ai ça, je veux faire ça. Comment? Alors, soit ça rentre pas et à ce moment-là, il faut baisser les exigences, soit voilà. Et après, oui, on est entrepreneur et investisseur, on est à notre compte. Donc, des fois, on couche les enfants et s'il y a besoin d'un volume de travail, on retravaille. C'est pas tous Ouais, les ouais, soirs, ouais. parce qu'il y a des soirs où moi, le mercredi soir, je suis à la danse. Voilà. Le mardi Ouais. midi, j'ai une heure de yoga. Tu m'appelles pas. Voilà. Non, mais. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette heure de yoga, elle va me permettre d'être beaucoup plus efficace sur un temps plus court, peut-être, parce que j'aurais peut-être perdu une heure dans la tête de certains. Mais en fait, j'ai gagné du temps. C'est-à-dire que j'ai pris soin de moi pendant une heure. Donc, je vais être une maman plus patiente. Je vais être plus vive dans mon cerveau. Et en fait, mes journées, elles vont être beaucoup plus efficaces. Parce que c'est du condensé, mais c'est du condensé efficace. Ah, j'adore. Je passe pas par quatre chemins, je reste pas sur ma feuille pendant 3 heures à me dire bon là, machin. Non, c'est efficace, c'est carré, c'est posé et c'est comme ça qu'on avance. On fonctionne comme ça et ça nous va. Et du coup, le dimanche soir, ça veut dire que toi, quand tu prépares ta semaine, toutes les tâches, tu les as déjà mis dans des créneaux horaires dans ton agenda, en fait. Alors en fait, par exemple, concrètement, je sais, la semaine d'avant, il arrive des imprévus. Par exemple, Loïc me dit, là, il manque ça sur le chantier, tac. Donc je prends mon téléphone, je fais tâche, je fais une note, je la rentre, je la mets sans date, sans rien, d'accord? Et Ouais. donc ça, c'est pour gérer les imprévus. Après, tu as les rendez-vous qui sont calés sur des dates. Et le dimanche soir, ce que je fais, c'est que après avoir, donc du coup, j'ai eu mon week-end, j'ai eu le temps de prendre un petit peu de recul et tout ça. Et je me dis, OK, là, je vais poser ma semaine. Donc, il y a déjà des créneaux qui sont mis, puisqu'il y a les rendez-vous, il y a les choses qui sont posées à l'avance. Et puis après, je sais que j'ai ça qui est plus urgent. Donc, hop, je le mets, tac, tac. Et je mets les trucs les uns derrière les autres, comme ça. Et ça me permet de j'ai une note, tu vois, qui est permanente, qui s'appelle relance, par exemple. Dedans, j'ai toutes les personnes que je dois relancer. Tant que j'ai pas eu ce que je voulais sur cette relance, ça vient la semaine d'après. Et donc, je le relance le lundi matin, et le lundi matin, et le lundi matin. Mais tout ça, en fait, du coup, ça devient puissant parce que c'est récurrent. Ah non, mais attends, mais tu m'as trop inspirée, je vais faire pareil que toi. Google Agenda, c'est voilà. Ouais, bah, nous aussi, on utilise Google Agenda, mais c'est vrai que nous,
on met pas assez la to-do dans l'agenda. Du coup, moi, j'ai la to-do qui est là et puis l'agenda qui est là. Et du coup, c'est un peu plus flou, quoi, tu vois. L'un devient l'autre, en fait. Ta to-do, tu l'enlèves et ton Ouais, agenda est ta to-do list au final. Tu as des bah ouais, couleurs. c'est ça. Vous pouvez vous faire un agenda famille. Nous, on a un agenda famille et un boulot chacun de notre côté. Donc, ce qui nous Ouais. permet d'avoir, parce qu'on a des rendez-vous qu'on fait ensemble. Donc, on va les caler dans l'agenda famille. Et puis après, moi, j'ai mon business de mon côté, il a le sien. Mais ça nous apporte beaucoup, hein, cette organisation-là. C'est top, hein. Ah non, mais j'adore, j'adore, j'adore. Et du coup, alors attends, donc Marchand de Bien, ah oui, je voulais que tu nous parles rapidement, si tu pouvais expliquer aux gens qui nous écoutent, parce que Marchand de Bien, je t'avoue que c'est un truc dont je parle très rarement sur le podcast, et il me semble que dans mes invités, bah, il n'y en a pas des masses qui sont allés en profondeur sur le sujet. Si tu peux, en 5 minutes, juste expliquer concrètement comment ça marche, si tu devais dire je veux devenir marchand de biens, c'est quoi les 3 grandes étapes? Alors évidemment, il faut qu'ils se forment parce qu'ils ne vont pas l'improviser en 2 secondes, mais si tu peux juste expliquer le schéma, comment ça marche, tu vois, est-ce qu'on doit créer une société, quel type de société, est-ce qu'il y a plusieurs sortes de marchands de biens, juste pour se rendre compte un petit peu de... Voilà, si tu devais expliquer à un enfant aussi, marchand de biens, comment ça marche. Alors, marchand de biens, aujourd'hui, donc, comme je disais, c'est une activité qui est commerciale. Donc, on a une société qui est tampon de ça, ou plusieurs. En fait, on va parler en termes d'opération de marchand de biens. C'est-à-dire que là, je trouve un appart à rénover, par exemple. On va prendre notre cas. Cet appartement, on le fait tous les deux avec Loïc. C'est notre première OP, on l'a fait tout seul. Bon, donc ça, on pourra en reparler, mais c'est hyper puissant parce que en France, aujourd'hui, personne ne te finance ta première opération marchand de biens, ou alors très peu de gens. Et nous, on l'a fait tout seul, donc on pourra en parler après. Donc là, par exemple, on a une société. L'objet social est l'activité de marchand de biens. Et on va faire cette activité-là. Donc, on va acheter le bien avec, on va Ok, rénover le bien avec, on va revendre le bien. D'accord? ok. Là, c'est une société, celle-là, elle restera pérenne, c'est-à-dire qu'on ira sur d'autres opérations avec parce qu'elle est à nous deux, qu'il n'y a personne dedans et que voilà, on va continuer nos opérations qu'on fera que tous les deux. À côté de ça, par exemple, on est en train de monter une autre société avec 3 associés sur laquelle on va faire la deuxième opération dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ok. Cette opération-là, si on se dit, bon, bah, on l'a fait, on la clôture, ça s'est bien passé, mais on s'arrête là, on ferme la société, c'est terminé. Mais on peut aussi Et se ça, c'est des dire, sociétés spéciales, des sociétés qui sont entre guillemets vouées à disparaître à la vente finale du bien et liquidé, ou c'est une société normale? alors spécial, c'est pas spécial, on peut appeler ça une ESPB si tu veux, mais ça après c'est tout ce qui est comptable. Les comptables seront, enfin je suis pas la bonne personne pour rentrer dans ces détails-là, Ok, ok. mais on a la possibilité d'investir avec une société. Les anciens marchands de biens, il y en a plein, ils ont des sociétés et puis ils ont investi avec la même pendant 30 ans par exemple. Tu vois, ils ont fait, Ok. ils se sont pas associés avec la personne, mais sa société plus la société de l'autre ont été en corrélation sur un bien. Enfin, tu vois, il y a plein de choses à savoir. On peut monter les choses un petit peu de façon différente selon l'opportunité et le moment et les personnes. Là, par exemple, demain, tu t'associes avec quelqu'un, tu fais une OP, ça peut arriver, ça se passe pas bien, tu peux clôturer très vite. Ok. Tu revends, tu clôtures. Mais après, ça se passe bien, mais tu peux passer 15 ans à investir avec cette société. En fait, chaque occasion va faire quelque chose de différent. Et donc, et tu parlais du financement, du coup, et ce que tu disais, c'est que c'était difficile d'obtenir le financement sur sa première opération. Normalement, tu dois avoir 3 opérations de marchand de biens validées et rentables, donc à plus de 20% de marge, d'accord, Ok, pour qu'une banque t'ouvre la porte. Je ne te dis pas te finance, je te dis te regarde, d'accord, en ok. marchand de biens. Nous, aujourd'hui, avec la formation, l'accompagnement qu'on a, il y a un partenariat qui est fait avec une banque, et cette banque nous a demandé un apport et nous a dit on vous finance votre première opération de marchand de biens. Et c'est quoi l'apport qui est demandé alors pour une première opération de marchand de biens en général? On est en entrée de relation, on est à 30%. Ok, Et si tu veux, c'est une vraie opportunité parce que on aurait dû s'associer. Sans banque et tout ça, on se serait associé avec une ou deux personnes sur ce projet. Mais au final, ok, là, l'apport qu'on met, on le fait tout seul et on gagne une somme folle, en fait. En plus, ok. on ne divise pas la renta derrière, on la prend que pour nous. On met un apport, mais après, tu le récupères. Enfin, c'est hyper puissant de passer par une banque aujourd'hui pour une première OP. Et donc, du coup, parce que ouais, super, ouais, c'est super intéressant. Je pense que tu as donné des billes. C'est vrai que moi, j'en parle jamais de marchand de biens parce que nous, on n'a jamais fait. Et ça vous attire pas? Bah, tu sais, moi, je considère qu'il y a 2 types de personnes. Il y a les vrais passionnés de l'IMO et les gens qui utilisent l'IMO juste pour vivre tranquille. Et moi, je suis plutôt dans la deuxième catégorie, tu vois. Moi, je vois le marchand de biens comme des gens qui aiment vraiment ça,
Oui. Et voilà, et c'est une sorte de deuxième métier, tu vois. Moi, je vois ça aussi comme un métier, parce que si tu veux gagner de l'argent régulièrement, alors soit tu peux te dire, je fais ça pendant 3 ans. C'est la question d'ailleurs que je veux te poser. Mm. Pour accumuler du cash et après avoir quelque chose de plus pérenne qui me prend moins de temps, ou est-ce que ton objectif, c'est de faire ça pendant très longtemps parce que tu surkiffes? J'ai envie de te dire, on verra. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on découvre. J'ai encore pas le recul sur le. J'ai pas clôturé une opération de marchand de biens. Je suis rien. Enfin, aujourd'hui, Ouais, j'ai pas d'expérience, on va dire. C'est-à-dire qu'on est dedans. C'est commencé, mais il n'y en a pas une de clôturée. Donc, je vais pas te dire, ouais, je vais faire ça 10 ans ou pas. Je sais pas. Aujourd'hui, tout ce ok, qu'on sait, c'est on veut faire du cash, on veut apprendre. On est piqué d'IMO. Ça nous plaît, l'état d'esprit, le machin, le truc. On veut apprendre, on veut avancer, on multiplie les sources de revenus. Là, on est à l'étape où on va augmenter nos revenus, mais aussi pour des objectifs, c'est-à-dire plus voyager avec les enfants, plus avancer maintenant qu'ils sont plus grands et que c'est plus simple aussi. Maintenant, est-ce qu'on le fera pendant 30 ans? Je nous le souhaite. Est-ce que finalement, on se dit qu'on va faire du cash? On est capable d'aller. Parce que on est aussi. Enfin, l'entrepreneuriat nous botte aussi pas mal. D'ailleurs, on est en train de monter notre société pour les. On va faire de l'installation de panneaux photovoltaïques. Donc, on est en train aussi de monter notre société en même temps. Donc, on verra. On verra. Pour l'instant, on sait que c'est ouais, quelque ouais. chose qui nous plaît. On a appris encore une nouvelle façon de voir l'immobilier. On est dedans, on apprend tous les jours. Voilà, on en est là pour l'instant. Non, mais ça me fait kiffer parce que, en fait, à t'écouter, franchement, ça me donne trop envie de faire une opération de marchand de biens. Là, j'ai des immeubles en tête à Metz où je me dis, non, mais ceux-là, on les achète, on les revend à la découpe. Parce que il y a des... c'est vrai qu'il y a des grosses opportunités, je pense. Il suffit d'un jour, tu fais une visite pour faire du locatif, tu te rends compte que bon, il y a une belle opportunité d'achat, tu revends 30 000 euros de plus. Bah ouais. Voilà. Et en soi, en fait, finalement, ça demande pas tant que ça, quoi. Ça dépend. Ça dépend comment tu le fais, non? Comment tu arrives à gérer, ouais. Tu trouves que ça peut prendre du temps ou moins de temps en fonction de comment on le fait? Mais ça dépend de l'opération. Là, tu vois, on a deux types d'opérations différentes. On a l'appartement où il y a des travaux tous les jours depuis quelques jours. Ça prend du temps, si, parce que tu montes quand même un dossier pour te faire financer. Et puis, il y a toutes les démarches. Là, moi, par exemple, le deuxième, alors on va te dire, c'est qu'une division parcellaire. Ouais, ok. T'as qui? T'as l'archi, t'as le géomètre, t'as le géologue, t'as l'agent immobilier, t'as tous les diagnostiqueurs, t'as la propriétaire, il faut faire élaguer, il faut faire tondre, il faut faire des photos. Enfin, bah si, en fait. Si, en fait. Ça prend du temps. Et le temps que ce soit purgé, qu'on aille poser d'abord la DP et machin, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses. Donc, si, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et puis, on est associés, donc il faut aller vers les associés. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on fait ça? Ça prend du temps. Maintenant, j'ai encore pas l'expérience de ce que ça va dégager en termes de cash réellement. J'ai fait une prévision, mais maintenant, Et du coup, vous visez 20% de marge à la minimum. revente minimum. Ouais, c'est Toujours. le minimum. Ouais, ouais, ouais. Nous, Ok. voilà, c'est le minimum, en sachant que c'est une activité commerciale, donc c'est pas comme du locatif. On a de la TVA. La TVA n'est pas la même selon ce que tu fais. Si tu fais des travaux, si tu fais du neuf, si tu fais pas de travaux, il y a différents paliers et façons de faire. Ça, c'est pareil. Tu t'amuses pas à te tromper parce que si tu te trompes, on te rattrape quelques années après, ça peut te coûter bien cher. Il y a beaucoup de normes, beaucoup de choses à respecter. Tu ne peux pas te dire que tu fais une rénovation vite fait parce que la personne qui va acheter derrière, tu as une décennale qui va être en jeu et on va te dire, bon, bah voilà, la clim, elle est mal installée, ça fait 5 ans que je vis dans le logement, bah, on vient le chercher. Parce que c'est toi qui l'as Ouais, installé il y a 5 ans. Donc tout ça, ouais. voilà, c'est un step au-dessus, le marchand de biens. Pour moi, il faut avoir déjà un petit peu d'expérience en locatif ou en tout cas dans l'immobilier pour faire ça. C'est mon ressenti, encore une fois. Les gens diront que non, mais toujours dans le même esprit que le LMNP, tu vas faire tes ménages. Fais un petit peu d'IMO avant, ça sert. Et puis voilà. Trop bien. Trop bien. Bah franchement, je pense que là, on a fait le tour. C'était vraiment bien. Mm. Du coup, toi, ta vision, bah en fait, franchement, moi, ta vision, je la vois, c'est de vivre ta vie à fond et de te lancer dans plein de projets, non? Enfin, j'imagine Bah ouais, un peu au taquet, quoi. c'est ça. Au Nous, taquet, tout en profitant de tes enfants. Et tu disais concilier business et famille, c'est ton objectif. moi, mon objectif de vie, c'est d'être heureuse en fait. C'est de me regarder en face, c'est d'améliorer ce qui va pas, c'est de voilà. Moi, j'ai vécu des steps de vie qui ont été horribles et je m'en suis sortie. Je me dis qu'aujourd'hui, en fait, la vie, elle est super belle. Donc, je vais la kiffer à fond, c'est tout. Et on peut tous s'apporter. Tu vois, on parlait. Hier, ma mère me parlait de quelqu'un qui me disait, mais on n'y arrivera pas, il se sentira jamais bien. Mais putain, mais décide-le et tu vas y arriver. On a tous la même. On est tous au même. On peut tous y arriver. C'est pas parce que tu as moins d'argent qu'un autre, que tu vis dans un endroit plus reculé que ceci. En fait, il y a un moment, tu as des jambes, tu as un cerveau, tu les utilises. Et on peut tous y arriver à avancer, à se sortir de ce qu'on veut pas. Et moi, de voir des gens qui subissent leur travail, qui sont pas heureux avec leurs enfants parce qu'ils sont surmenés, qu'ils n'ont pas de temps pour eux, par exemple, on peut tout changer si on a envie.
Et c'est pas qu'une question d'argent, parce que c'est le nerf de la guerre, hein, en ce moment. Ouais, mais je peux pas, moi, j'ai pas de sous. Mais en fait, si t'as pas de sous, tu vas apprendre à en avoir. T'as Internet, et tu tapes ta problématique, tu t'entoures de bonnes personnes. Ça se fait pas du jour au lendemain, il faut être résilient, mais on a une possibilité de changement de vie aujourd'hui qui est énorme. On n'est pas chacun dans notre coin, on peut être tous ensemble et ça, on peut tous le faire. Donc pour moi, on n'a pas d'excuses, quoi. Ah, j'adore. C'est un excellent mot de la fin. Et l'objectif, c'est juste d'être heureux. On est sur Terre pourquoi? Pour kiffer, pour être heureux. Donc voilà, moi, mon objectif, il est là. Alors après, on remet les choses. Tu sais, des fois, on se repose sur notre petite feuille, parce qu'on a encore du papier pour ça, avec nos objectifs, là, court, moyen, long terme. Et des fois, on se dit, ben, on améliore ça. Et puis ça, finalement, on le fait pas. Ben, c'est pas grave, il y avait ça qui... Tu vois? Et c'est tout, on fait notre petit chemin. On prend les moments... Moi, la simplicité des moments de quotidien, et voilà. Et ça me va, quoi. Bah, nickel. Nickel. Est-ce que les gens qui ont aimé ton énergie, comment est-ce qu'ils peuvent te suivre? Ou est-ce c'est quoi le réseau social ou les... Alors, je suis principalement sur Instagram et je réponds bien sur Instagram. C'est Caroline Invest. Ok, je me le mettrai dans la description de l'épisode, hein, pour info, pour que les gens qui veulent te suivre puissent venir te suivre. Bah, avec plaisir, il y a pas mal. Bon, on a commencé à faire pas mal de contenu. On a loué un temps important à ça aussi. Mais c'est bien parce que ça apporte à plein de gens. On a plein de gens qui nous disent ah, merci. Donc, c'est trop cool. Et puis, on rencontre des gens super aussi qui nous apportent. Donc, Et en gros, sur le compte Insta, là, vous partagez un peu toutes vos aventures, que ce soit marchand de biens, tout. locatif, Ouais, tout. tout quoi. Ouais, puis ma Tout, vie tout. du quotidien, tu vois, même des types d'organisation, des trucs tout bêtes, mais qui aident petit à petit bah, les gens différemment, parce que bah, les gens qui arrivent sont tous différents. Il y en a qui font de l'IMO, il y en a qui sont là juste parce que bah, elles sont mamans et qu'elles veulent apprendre à mieux gérer. Enfin, il y a plein de choses, tu vois. Moi, je partage aussi le mauvais comme le bon. Il y a des fois où ça va moins bien et c'est OK, on en parle. Il y a des fois où bah, les travaux prennent du retard. Il y a des fois où bah, tu es à la maison parce qu'on t'a appelé, l'école t'a appelé parce qu'il faut garder ton enfant. Voilà. L'idée, c'est pas de jeter des paillettes comme il y en a qui le font parce que c'est pas la vraie vie en fait. Voilà, juste le réel. Voilà. Bah, en tout cas, Caroline, merci mille fois pour ton énergie. Mais laisse tomber là, tu m'as atomisé d'énergie pour la journée. Donc, c'était vraiment cool. Ben, merci à toi de m'avoir invité, d'avoir partagé ce moment avec moi. C'était super. Bah voilà. Bah merci beaucoup. Et puis j'espère que tout le monde, là, vous êtes reboosté à bloc parce que comme Caroline a dit, vous avez aucune excuse, les amis. Faut se bouger et il n'y a aucune raison que Ça. vous y arriviez pas. Ouais. Donc, Force à tout le monde. ouais. Bah salut, à une prochaine. À une prochaine. Salut!